continuación, el profesor Félix Duque acompañará, introducirá, presentará y dialogará con Jean Baudrillard en esta tarde, en el que el profesor Baudrillard va a pronunciar la conferencia Dominación y Hegemonía, el juego del antagonismo mundial. Buenas tardes. Es para mí un gran honor, una verdadera satisfacción poder estar al lado de una persona a la que considero un verdadero maestro en el pensamiento de estos últimos 50 años. El profesor Baudrillard nació en una ciudad que creo que de alguna manera acompaña a su propia manera de ser y de escribir, la ciudad del Champagne, de Reims. Creo que fue una buena cuvée, una buena añada, la que nos permitió que tuviéramos a Jean Baudrillard con nosotros. Saben ustedes que Hegel decía que la filosofía es su propio tiempo comprendido en pensamientos. Yo diría que para el profesor Baudrillard la filosofía es ese tiempo, pero de manera que los pensamientos deformen, corroan, parodien, incluso lleven a la exacerbación esos mismos pensamientos. Creo que él no se enfadará demasiado si digo que el profesor Baudrillard no ha dejado títere con cabeza en la filosofía occidental, porque seguramente eran títeres. Los tres grandes títeres en los que se ha cimentado buena parte de nuestro pensamiento, de nuestra civilización, son los títeres de la realidad, de la sustancialidad propia, de la consistencia de las cosas, el títere del sujeto, como aquel que dona significatividad, da sentido a la realidad y la controla, y la dirige y la abarca, y por fin la idea de la obra, y sobre todo de la obra de arte, como la perfecta fusión entre el sujeto y la realidad. Bien, el profesor Jean Baudrillard, digamos que con la fuerza de su pensamiento, ha corroído todos estos pilares y naturalmente acompañado de una serie de pensadores que honran igualmente a la nación y al pensamiento francés, Henri Lefebvre, Roland Barthes y Guy Debord. En el nacimiento de mayo de 68, el profesor Baudrillard, nos lo ha recordado hace un momento el presidente del Círculo, inaugura, podríamos decir, esta desde entonces ininterrumpida cadena de grandes obras con el sistema de los objetos. Es curioso que el profesor Baudrillard sea, si no me equivoco, germanista de profesión, más que filósofo, lo cual nos debería dar mucho que pensar a los que nos dedicamos a esto de la filosofía, y que trabajara en el temps moderne, que haya sido traductor, y también indica claramente estas afinidades selectivas, ¿verdad?, de gente como Peter Weiss, como Bertolt Brecht o como Mühlsam, este último dedicado a los movimientos mesiánicos, de la rebelión de las culturas. Creo que esto hace... Y algo realmente importante, y es la capacidad evolutiva constante de cambio, a pesar de seguir manteniendo firme la raíz última de su pensar, esa capacidad no solamente para digerir los acontecimientos, sino incluso para preverlos, para fundamentar un modo de pensar y de criticar que va más allá de lo que, digamos, es la koiné, la concepción heredada, ¿no? De una manera realmente llena de humor y de ingenio. Esta misma evolución ha sido contada por el propio Baudrillard en Cool Memories, cuando dice de sí mismo que era patafísico cuando tenía 20 años, ¿verdad?, la herencia de Alfred Jarry, de Ubu, ¿no?, situacionista en los 30, Guy Debord, utopista en los 40, cuando junto con Lévi-Strauss rondaba la idea de que las sociedades primitivas podrían servir algo así como una alternativa al decadente pensamiento occidental, hasta que se vio que esa seguía siendo una falsa vía, era un impasse. Transversal cuando tenía 50 años, viral y metaléptico a los 60, es el gran tiempo de la transparencia del mal, de la infección vírica que permea todo el sistema de la civilización. Y a partir de los 70, él nos dirá seguramente que es verdad, porque como
les decía, ha tenido la fuerza increíble de renovarse constantemente a sí mismo. Él, en torno a los años, al año 2000, al cambio de milenio, fue considerado, y con razón, desde luego, el teórico del fin del milenio. La idea de que habíamos pasado ya el punto crítico del año 2000, aunque no se supiera, que la saturación de noticias había implosionado de tal manera que estamos, como dicen los franceses, patinando sobre el mismo lugar, y sin embargo los acontecimientos terribles de 2001 y ulteriormente de 2004 en Madrid y muy recientemente también en Londres han puesto en tela de juicio justamente esta idea de un fin de la historia no por catástrofe, sino al contrario, por inercia, apatía, dejadez, por saturación, por hiperestesia de los acontecimientos, cuando las noticias devoran a la propia historia, ¿verdad? Por eso también, no es que se le haya acusado, pero se le ha puesto muchas veces la etiqueta de nihilista, y aquí en las estrategias fatales, ¿no?, del año 83, también hay una confesión que yo creo que retrata muy bien el pensamiento de Baudrillard, al menos en los años 80. Decía, si ser nihilista es privilegiar este punto de inercia y el análisis de esta irreversibilidad de los sistemas hasta llegar a un punto de no retorno, entonces yo soy nihilista. Si ser nihilista es estar obsesionado con el modo de desaparición y no con el de producción, entonces yo soy nihilista. Desaparición, afánisis, implosión, furia del desaparecer. Esto último cita, obviamente, de Hegel, ¿verdad? Volatilización de todo significado dentro de los sistemas operativos, tecnología de códigos, final del imperio del significado. Yo diría, final, el último término, de todo imperio, ¿verdad? Bien, como les decía, obras como Power Inferno, en el que piensa el problema de las Twin Towers, obras que van directamente al corazón de lo que ha ocurrido después, que intentan dar respuesta a nivel del pensamiento a esta terrible corrosión de los sistemas occidentales, de esta infección, de esta contaminación, que quizá no sea tan banal como aparecía en los años 90, ha hecho que el profesor Baudrillard, brillante siempre, se haya medido con esta problemática, y justamente es el juego de la hegemonía mundial el que va a desarrollar ahora para ustedes. Quiero anticiparles también que el profesor Baudrillard muy generosamente ha accedido a dar mañana una conferencia a la 1 de la tarde sobre este caso, sobre estética, ya que la idea del complot del arte a muchos de ustedes les resulta familiar, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid a las 13 horas. Lo digo por si alguno de ustedes tiene interés, que sepa que el profesor Baudrillard hablará mañana de estética, o podríamos decir seguramente contra la estética, ¿no?, y contra la mercantilización del arte. Ahora yo no tengo más que decir, no quiero pecar de la obscenidad mediática y ocupar la pantalla. Dejo, por lo tanto, la palabra al profesor Baudrillard con mi admiración y mi reconocimiento. Ici, et je vais vous parler donc du jeu de l'antagonisme mondial ou l'agonie de la puissance. Donc pour parler de la puissance et de l'agonie de la puissance, je pense qu'il faut en revenir au concept banal, classique de domination et d'hégémonie, mais pour les distinguer soigneusement. L'hégémonie est autre chose que toutes les formes à travers lesquelles le capital ou les classes dominantes perpétuaient leur domination matérielle. Cette perspective qui traverse toutes les analyses du XIXe et du XXe siècle, Marx à Althusser, de Gramsci à Debord, cette perspective d'aliénation, d'oppression, de mystification, laisse toujours place au travail du négatif et à un renversement dialectique qui mettrait fin à cette relation maître-esclave. Or, cette révolution de la relation maître-esclave, elle a eu lieu, elle s'est techniquement réalisée à travers l'émancipation virtuelle, bien sûr, et la réalisation intégrale de tous les désirs, virtuellement bien sûr, à travers l'échange généralisé et la réconciliation des contraires, dans l'assomption des droits de l'homme, l'abolition de toutes les valeurs. Donc tous les prédicats de la domination
ont disparu. Et c'est précisément sur cette situation nouvelle que se fonde l'hégémonie, sur l'intériorisation du maître par l'esclave émancipé. Donc sur un paradoxe d'une libération totale, d'une résolution des conflits, d'une libre disposition de soi-même, par laquelle précisément nous tombons sous le coup de l'ordre mondial hégémonique. On peut donc dire que l'hégémonie est la fin de la domination et que cette distinction est essentielle car les événements qui en résultent n'ont pas du tout le même sens. Ainsi, le terrorisme n'est pas l'extrémisation des luttes traditionnelles. Il est une forme originale qui correspond à la forme originale de l'hégémonie et non pas la domination. Il est une forme de défi irréel, de violence irréelle qui répond sur son propre terrain à la confiscation par la puissance mondiale, non seulement des richesses économiques, mais de la réalité elle-même. Confiscation de tout, de la souveraineté, de la guerre, des désirs et des volontés secrètes, de la souffrance et de la révolte elle-même, dans une immense simulation, dans une immense réalité show, où chacun ne fait plus que de la figuration honteuse. Il est donc une réponse non pas seulement à l'oppression matérielle, mais au défi que constitue la puissance mondiale pour le reste du monde. L'enjeu est donc symbolique, d'orgueil, de fierté et de mort. Et c'est parce que l'enjeu est si radical, bien plus qu'économique ou politique, que la forme même de l'événement et sa violence sont tellement différentes d'un événement historique. En fait, on est passé d'un ordre à un autre. Le coup de force du capital aura été de tout inféoder à l'ordre et à l'idée de l'économie, tel que rien ne soit plus pensable qu'en ces termes. Au-delà de l'exploitation matérielle du monde entier, l'asservissement des esprits à un seul modèle, à une seule dimension mentale, telle que toute autre perspective, tout enjeu symbolique devient inconcevable. Là commence l'hégémonie. Là est le passage de la domination à l'hégémonie. Virtuellement, tout nous est donné désormais, ou le sera, par la grâce d'une croissance et d'une accélération continue. L'échange généralisé fait qu'il y a une réponse à tout, une réponse technique, y compris dans le champ de l'expression et de la performance. Libération incontournable, levée universelle des interdits, disponibilité de toute l'information, obligation de jouir. C'est tout le dispositif mental et matériel de la modernité qui bascule, car tout s'ordonnait jusque-là sur la tension entre les besoins et leur satisfaction, entre le désir et son accomplissement. Et les moyens étaient toujours largement en deçà des aspirations. C'était l'ère du manque, d'une situation critique qui a généré tous les conflits historiques que nous connaissons, les revendications, les révoltes, les révolutions. Aujourd'hui, exactement à l'inverse, les besoins, les désirs, les aspirations ne sont plus à la hauteur des possibilités offertes dans tous les domaines, communication, information, mobilité, loisirs. La réalisation immédiate dépasse de loin la faculté de jouissance d'un être humain normal. La réalisation intégrale excède même le possible et les fantasmes individuels ou collectifs. Or, l'homme, une fois sorti d'une pénurie millénaire, ne devient pas pour autant susceptible d'un désir insatiable. Et sorti d'une servitude millénaire, il ne devient pas pour autant susceptible d'une libération totale. Et c'est là qu'est aujourd'hui la véritable fracture, dans la satiété, dans la saturation, dans l'anticipation des réponses à toutes les questions, dans une réalité intégrale qui absorbe toutes les velléités de dépassement, de rêve ou de révolte, dans la précession des modèles. Il y a une inversion de phase et un déséquilibre radical. On pourrait dire en anglais « the despair of having everything ». Cela donne une situation originale et d'une certaine façon plus radicale. Car ce à quoi nous succombons, ce n'est plus à l'oppression, à la dépossession, à l'aliénation, c'est à la profusion et à la prise en charge inconditionnelle. C'est au pouvoir de ceux qui décident souverainement de notre bien et nous accablent de tous les bienfaits, sécurité, prospérité, convivialité, welfare, en même temps que d'une dette infinie qui ne peut plus être rachetée. Décidément, aujourd'hui, il faut se battre contre tout ce qui vous veut du bien. Car tel est le secret de l'hégémonie, dans la levée de l'interdit et de tout le système de valeurs qui s'y rattache, dans la permissivité,
la tolérance excessive, la transparence excessive. Et ceci nous force à réviser radicalement les rapports traditionnels du bien et du mal. Il nous est difficile, étant donné notre vision humaniste et économiste de l'être humain, de concevoir un niveau symbolique où l'être se révolte du fait qu'il lui soit trop donné, que tout lui soit donné sans qu'il puisse le rendre, que lui soit reconnue une liberté entière en même temps que l'obligation de disposer intégralement de lui-même. Tout ce qui pouvait apparaître comme une conquête des temps modernes peut s'inverser et apparaître comme une nouvelle servitude. Ainsi, la transparence, dont on rêvait comme d'une forme idéale, peut devenir aujourd'hui un élément de la terreur. Tel est le libéralisme, ultime avatar de la liberté et de la libération, qui caractérise nos sociétés en phase terminale où nous sommes voués aux soins intensifs. Et c'est là où ça commence à aller mal. C'est là que surgit l'abréaction à ce qu'on a appelé la société d'opulence ou d'abondance, abréaction à ce brusque élargissement de l'horizon, à cette déterritorialisation, à cette surenchère du mode de vie. Fracture mentale et réaction de défense à ce qui se profile comme nouvel ordre mondial, cet ordre technique et libéral, en fait cet empire du bien qui s'oppose à tout ce qui surgit d'irréductible dans cette société en voie de réconciliation totale. À l'opération tautologique du bien par le bien ne peut être opposée que l'homéopathie du mal par le mal. Quelques mots sur le mal tel qu'on l'entend traditionnellement n'existe que dans sa balance avec le bien, à la fois en équilibre et en permanente opposition avec le bien. C'est un mal relatif. Mais il y a aujourd'hui une autre forme de mal, celle du mal absolu. Ce mal absolu naît de l'excès du bien, d'une prolifération sans frein du développement technologique, d'un progrès infini, d'une morale totalitaire, d'une bonne volonté universelle. Ce bien absolu, dès lors, se retourne en son contraire, le mal absolu. Et alors que le mal, dans sa tradition morale et théologique, religieuse, n'a pas d'essence propre, pas de racine, au fond, c'est une illusion, le bien, lui, avait une finalité idéale, mais c'est cette finalité idéale qui, par excès, vire à la catastrophe. Cette montée en puissance du mal sous les auspices et les apparences du bien, cette entreprise intégrale du bien n'étant que l'aboutissement de cette réalité intégrale qui est devenue la vérité de notre monde. C'est alors qu'on découvre avec le terrorisme l'axe du mal, comme une sorte d'exorcisme pour trouver un alibi parfait à l'exercice et à l'hégémonie du bien. Or, il n'y a pas d'axe du mal, il n'y a qu'un axe du bien. Le bien est directif, directionnel, il a une finalité, c'est donc un axe. Le mal, lui, n'est jamais directif ni directionnel, ni même exactement opposé au bien. Il ne faut donc pas parler d'un axe, mais une parallaxe du mal. C'est-à-dire là où le bien va droit devant lui, le mal, lui, dévie, c'est une déviance, une diversion, un détournement, une séduction, une perversion. Seul donc le bien peut revendiquer le terme d'axe, mais il faut bien créer un axe du mal imaginaire pour justifier celui du bien. Ce qui est d'ailleurs une erreur, car quand on cherche à combattre le mal, comme le fait aujourd'hui Bush et les autres, sur cet axe imaginaire, que ce soit militairement ou politiquement, on le manque, bien entendu. Et c'est la même erreur de l'attaquer frontalement, car entre le bien d'un côté, avec ses effets de vérité, de réalité, et le mal de l'autre, qui dérègle cette écriture automatique du monde par le bien, il n'y a pas de confrontation, d'altercation frontale. Le choc est asymétrique. Une autre erreur est de donner au mal la forme du terrorisme, car celui-ci n'est pas l'irruption d'un mal qui quelque part attendait son heure, d'un mal identifiable, incarné par des hommes et des organisations. Il faut plutôt l'envisager comme une forme de revanche sur les excès du bien, une revanche contre un état de choses inacceptable, une exigence violente de rééquilibrage, au moins symbolique, en fait une réaction vitale à l'hégémonie. On est dans un monde virtuellement banalisé, neutralisé, où, de par une sorte de terreur préventive, rien ne peut plus avoir lieu. Donc tout ce qui fait brèche là-dedans fait événement. Ça peut être de l'ordre de la pensée, de l'histoire, de l'art peut-être,
Aujourd'hui, ça prend la forme spectaculaire du terrorisme. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une opposition frontale, mais bien plutôt d'une convulsion au cœur même du bien. C'est autour du bien d'être l'instrument du mal. Ceronetti, un auteur italien, disait que dans cette course-poursuite vers la catastrophe, c'est le bien qui sert de locomotive. Jadis, c'était une circonvolution du bien au bien en passant par le mal. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire, circonvolution du mal au mal en passant par le bien. Et c'est une machine infernale. Une fois déclenché le mouvement vers l'éradication du mal, vers cette réalité intégrale qui est une sorte de purification ethnique de la réalité sous le signe du bien, tout ce qui y résiste devient terroriste et tombe sous le coup de l'axe du mal, y compris d'ailleurs les catastrophes naturelles, nous y reviendrons. Sur quoi s'installe une contre-terreur généralisée, une terreur blanche au niveau mondial, et à ce moment-là, la situation se développe d'elle-même sur un mode exponentiel. C'est l'écriture automatique du mal, de la terreur et de la contre-terreur. C'est le mal absolu qui naît paradoxalement de la tentative de l'éradiquer. Bien sûr, le mal est aussi un discours, et la terreur elle-même est devenue un discours planétaire. D'un bout à l'autre, nous n'avons affaire dans l'obsession actuelle qu'au discours du mal et à celui de la terreur. Mais sur cette implication de la terreur et des images, nous reviendrons un peu plus tard aussi. Dans l'ordre de la domination, il y avait encore place pour le travail historique du négatif. Et c'est cette disparition du négatif et du travail du négatif qui inaugure l'ère de l'hégémonie. Désormais, dans cet empire virtuel du bien, dans cette positivité totale, dans cette réalité intégrale, il n'est plus possible à une pensée critique de subvertir le système de l'intérieur. Fini les contradictions, les rapports de force, fini la violence révolutionnaire, il faudrait plutôt parler de collusion, de consensus, de circuit intégré de la globalité. La négativité se dissout au cœur du système. Mais c'est aussi l'agonie de la puissance, justement de par cet excès de positivité. À son point d'accomplissement, le système devient incapable de se dépasser vers le haut. Ce qui prend la place du travail du négatif, c'est donc un processus catastrophique, car un processus de dissolution du système par lui-même. Bon, il y a un mot en allemand pour exprimer Aufhebung. Aufhebung, c'était le dépassement dialectique, et Aufhebung signifie aussi la dissolution, la liquidation. Alors c'est comme si le système était passé du premier sens de Aufhebung, c'est-à-dire du dépassement de soi-même, au deuxième sens, c'est-à-dire une dissolution de lui-même. Le système entre dans une stratégie fatale de développement et de croissance. Il ne peut empêcher son destin de s'accomplir et par là même d'être précipité à travers les mécanismes implacables de sa reproduction dans une sorte d'autodestruction. On pourrait dire qu'il se cannibalise lui-même. C'est ainsi que si la négativité se dissout au cœur du système, la puissance elle-même se saborde au terme de son accomplissement et qu'au travail du négatif succède un immense travail de deuil. Prenons, pour préciser un peu les choses, la notion de capital et de capitalisme. Dans sa définition historique, celui-ci, le capital, préside à la multiplication des échanges sous le signe de la valeur. Le marché obéit à la loi de la valeur et de l'équivalence. Et les crises du capital, traditionnellement, sont susceptibles d'être résolues par une régulation de la valeur. Mais rien de tout cela aujourd'hui avec les flux financiers et la spéculation internationale qui débordent de loin les lois du marché. Peut-on encore parler de capital quand on a affaire à une stratégie qui le pousse au-delà de ses limites dans un vertige où il perd son essence même et se disperse dans une circulation effrénée qui met fin au concept même de l'échange. L'échange ayant perdu son principe rationnel, celui de la valeur, se fait intégral, tout comme la réalité, ayant perdu son principe de réalité, devient la réalité intégrale. C'est d'ailleurs sans doute la destination fatale du capital que d'aller au terme de l'échange vers une consommation totale de la réalité. Nous sommes en tout cas voués à cet échange généralisé, à cette frénésie de communication et d'information qui est la marque même de l'hégémonie. L'hégémonie est différente aussi du pouvoir, du simple pouvoir dans sa définition politique.
car le politique lui-même, celui qui était lié à une histoire, à la forme de la représentation, a perdu son principe et l'illusion démocratique est totale. Non pas tellement par la violation des droits de l'homme ou la répression, que par la simulation des formes démocratiques. Tout le monde est pris au piège des signes du pouvoir et communie dans un fonctionnement truqué de la scène politique. Alors, pour résumer cette évolution, je dirais le passage de la domination à l'hégémonie est marqué par un triple saut périlleux, par un triple sacrifice. Le capital se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la valeur, le pouvoir se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la représentation, et le système tout entier se retourne contre lui-même dans le sacrifice de la réalité. Tous les trois sautent en quelque sorte par-delà leur ombre. L'ombre du capital, c'est la valeur, l'ombre du pouvoir, c'est la représentation, l'ombre du système, c'est la réalité. Chacun passe au-delà de tout cela, dans un hyperespace qui n'est plus ni économique, ni politique, ni réel, mais qui est celui de la sphère hégémonique. Le capital est à la fois la réalisation intégrale de la valeur et sa liquidation. Le pouvoir donne sa forme achevée à la représentation, il ne représente plus que lui-même. Le système est la version intégrale du réel, en même temps que sa liquidation dans le virtuel. Telle est la forme hégémonique. À partir de là, le système ne fonctionne paradoxalement non plus à partir de la valeur, mais à partir de la liquidation de la valeur. Non plus par la représentation, mais à partir de la liquidation de la représentation. Non plus à partir de la réalité, mais à partir de la liquidation de la réalité. Le système joue la dérégulation dans tous les domaines. Dérégulation de la valeur dans la spéculation, dérégulation de la représentation, dans les diverses formes qu'on connaît bien de manipulation, de sondage, de réseaux parallèles, etc. Et la dérégulation de la réalité dans l'information, dans les médias et la réalité virtuelle. Donc, tout ce au nom de quoi s'est exercée la domination traditionnelle est résiliée, sacrifiée. La nouvelle stratégie est celle de l'autodafé des valeurs, de tout le système de valeurs, celle du reniement de ses propres principes. Et à partir de là, du coup, immunité totale. On ne peut plus faire échec au système au nom de ses propres principes, puisqu'il les a sacrifiés et abolis lui-même. Donc c'est la fin de la négativité critique et c'est le règne de l'hégémonie. Par contre, encore une fois, n'étant plus régulé par la représentation, ni par son propre concept, ni par l'image de lui-même, le système succombe à la tentation finale et il se précipite de lui-même. Et quand je dis système, je dis puissance mondiale, puissance actuelle. Et il se précipite de lui-même au-delà de sa fin, selon la baisse tendancielle inexorable du taux de réalité. De toutes ces formes d'autodénégation, la plus grave est en effet celle de la réalité. C'est cette immense entreprise de dissuasion de tout référentiel, de discrédit et de désinvestissement du réel, où s'enracine le principe même de l'hégémonie occidentale. Et là, revenons un petit peu au terrorisme. Le défi des terroristes à l'Occident, c'est celui de leur propre mort. On le sait depuis le 11 septembre, mais ça ne date pas d'hier. Notre potlatch à nous, c'est celui de l'indignité, de l'impudeur, de l'obscénité, de la liquidation de toutes les valeurs. C'est le sacrifice délibéré de tout ce par quoi une culture ou un être humain garde quelques valeurs à ses propres yeux. Je dirais, pour résumer, c'est le défi de la nullité. Toute notre culture va dans ce sens, et c'est là où nous faisons monter les enchères. Notre vérité est toujours du côté du dévoilement, de la désublimation, de l'analyse réductrice. C'est la vérité du refoulé, de l'exhibition, de l'aveu, de la mise à nu. Rien n'est vrai que s'il est désacralisé, objectivé, dépouillé de son aura, traîné sur scène. Donc, indifférenciation des valeurs, mais aussi indifférence à nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas mettre en jeu notre propre mort, c'est que nous sommes déjà morts. Et c'est cette indifférence et cette abjection que nous lançons aux autres, au reste du monde, comme un défi. Le défi de s'avilir en retour, de nier leurs propres valeurs, de se mettre à nu, de se confesser, d'avouer, bref, de répondre à notre nihilisme par un nihilisme égal au nôtre. Et nous essayons bien de leur arracher tout cela de force
par l'humiliation dans les prisons d'Abu Ghraib, par exemple, ou par l'interdiction du voile dans les écoles, etc. Mais ça ne suffit pas, notre victoire. Il faut qu'ils y viennent d'eux-mêmes, qu'ils se sacrifient d'eux-mêmes sur l'autel de l'obscénité, de la transparence, de la pornographie et de la simulation mondiale. Qu'ils perdent leur défense symbolique et prennent eux-mêmes le chemin de l'ordre libéral, de la démocratie intégrale et du spectaculaire intégré. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Et ça a des répercussions même dans la situation politique française actuelle. Dans ce sens, on peut envisager avec un écrivain allemand, un essayiste allemand, Boris Greuß, un ami de Sloterdijk, on peut envisager l'hypothèse du double potlatch. Le potlatch occidental de la nullité, de la mortification, opposé au potlatch terroriste de la mort. Mais ce sacrifice délibéré par l'Occident de toutes ses valeurs, cette prostitution de soi jetée à la face de l'autre, en l'occurrence l'islam, mais aussi le reste du monde, comme arme de dissuasion massive, est-ce que cela constitue une véritable réponse symbolique au défi des terroristes? Est-ce un potlatch contre potlatch? L'un balance-t-il l'autre? On peut penser que l'un est un potlatch par excès, celui de la mort, et l'autre un potlatch par défaut, celui de l'autodérision et de la honte. Dans ce cas, ils ne se répondent pas exactement, et il faudrait parler d'un potlatch asymétrique, peut-être. Ou bien, on peut penser que nulle forme, pas même celle du sacrifice extrême, ne peut être tenue pour supérieure et donc renvoyer l'un et l'autre à leur délire respectif. Tout l'enjeu de la confrontation mondiale est là, dans cette provocation à l'échange effréné de toutes les différences, dans le défi aux autres cultures de s'égaler à nous dans la déculturation, dans le ravalement des valeurs, dans l'adhésion aux modèles les plus désenchantés. L'enjeu de cette confrontation n'est pas exactement un choc de civilisation, comme disait Huntington, mais il n'est pas non plus économique ou politique, et il ne met en jeu qu'en apparence aujourd'hui l'Occident et l'islam. En profondeur, c'est un duel, et son enjeu est symbolique, celui d'une liquidation physique et mentale, d'une carnavalisation universelle que l'Occident impose au prix de sa propre humiliation, de son expropriation symbolique, contre toutes les singularités qui résistent à cela. Donc, défi contre défi, potlatch contre potlatch. Est-ce que la stratégie d'une mort lente, d'une mortification systématique est l'égale à l'enjeu d'une mort sacrificielle? Cette confrontation peut-elle avoir une fin? Et quelles peuvent être les conséquences d'une victoire de l'une sur l'autre? Ceci, pour l'instant, est indécidable. Mais nous continuons de la même distinction, c'est-à-dire la réponse historique à la domination, elle est connue, c'était la révolte de l'esclave, la lutte de classe, toutes les formes historiques de conflits et de révolutions. Bref, l'histoire telle que nous l'avons connue au fur et à mesure de son déroulement. Mais la réponse à l'hégémonie n'est pas aussi simple. C'est l'antagonisme, le refus obscur, la dissidence, l'abréaction violente, mais aussi fascination et ambivalence. Car, et c'est en cela qu'elle est différente de la domination, nous sommes tous partie prenante de l'hégémonie. D'où à la fois une résistance instinctive à la grande prostitution de l'échange généralisé et une attraction vertigineuse pour cette foire technologique, pour cette mascarade spectaculaire, pour cette nullité. Car au fond, c'est aussi l'apothéose du négatif. Rien de plus passionnant que ce vertige de renoncement à ses propres valeurs, que le vertige de la dénégation et de l'artifice. D'où cette double postulation insoluble, cette ambivalence que nous éprouvons tous à chaque instant et qui est le miroir en nous de cet antagonisme mondial. Je reviens sur cette mascarade occidentale, qui n'est pas seulement une métaphore. Je reviens sur l'élection d'Arnold Schwarzenegger. Vous vous en souvenez, au poste de gouverneur de Californie. Là, avec cela, comme avec l'élection de Bush en 2002, nous sommes en pleine mascarade, là où la politique n'est plus qu'un jeu d'idole et de marketing. Bon. C'est un immense pas vers la fin du système représentatif. Et ceci, c'est la fatalité du politique actuel, que partout, celui qui mise sur le spectacle périra par le spectacle. Et ceci est valable pour les citoyens comme pour les politiciens. Vous voulez le pouvoir par l'image, alors vous périrez par le retour-image.
le carnaval de l'image et aussi la cannibalisation par l'image. Mais, en revenant sur ces élections parodiques, si on veut, américaines, il ne faut pas conclure trop vite de la dégradation des mœurs politiques américaines au déclin de la puissance. Il y a derrière cette mascarade une stratégie de grande envergure, certainement pas délibérée, hein, ça supposerait une trop grande intelligence. En élisant Schwarzenegger ou Bush en 2000, dans cette parodie hallucinante de tous les systèmes de représentation, l'Amérique se venge à sa façon du mépris dont elle est l'objet. C'est par là qu'elle fait la preuve de sa puissance imaginaire, car dans cette fuite en avant, dans la mascarade démocratique, dans cette entreprise nihiliste de liquidation des valeurs et de simulation totale, plus encore que sur le terrain de la finance ou des armes, nul ne peut l'égaler. Et l'Amérique aura longtemps plusieurs longueurs d'avance. Cette forme extrême de dérision et de profanation des valeurs, cette obscénité radicale, cette impiété totale d'un peuple qu'on dit par ailleurs religieux, c'est cela qui fascine tout le monde. C'est cela dont nous jouissons à travers même le rejet et le sarcasme. De cette vulgarité phénoménale d'un univers politique ou télévisuel enfin ramené au degré zéro de la culture. Et c'est aussi le secret de l'hégémonie mondiale. Et je le dis sans ironie et avec admiration, c'est par le simulacre, par la simulation radicale, que l'Amérique domine le reste du monde, à qui elle sert de modèle, et en même temps se venge du reste du monde. Le challenge de l'Amérique, c'est celui d'une simulation désespérée, d'une mascarade qu'elle impose au reste du monde, jusque dans le simulacre désespéré de la puissance militaire. Carnavalisation de la puissance. Et ce défi-là ne peut pas être relevé. Nous n'avons ni finalité ni contre-finalité à lui opposer. Cette mascarade mondiale de la puissance passe par des phases successives. C'est d'abord, depuis la modernité, depuis l'ère de la modernité, c'est d'abord l'Occident qui plaque sur le monde entier, au nom de l'universel, des valeurs universelles, ses modèles politiques et économiques, son principe de rationalité technique. Ça, c'était l'essence de sa domination. Mais ce n'est pas encore sa quintessence. La quintessence, c'est au-delà du politique et de l'économique, l'emprise de la simulation, d'une simulation opérationnelle de toutes les valeurs, de toutes les cultures. C'est là qu'est aujourd'hui l'hégémonie. Non plus dans l'exportation des techniques, des valeurs, des idéologies, mais par l'extrapolation universelle d'une parodie de ces valeurs. C'est sur un simulacre de développement et de croissance que s'alignent les pays sous-développés. C'est d'un simulacre de démocratie qu'ils tiennent leur indépendance et leur survie, et c'est d'une réhabilitation fantoche dont rêvent toutes ces cultures en voie de disparition. Tous fascinés par le même modèle universel, dont l'Amérique d'ailleurs, tout en escomptant les bénéfices, est la première victime. Ainsi, après avoir imposé sa domination par l'histoire, l'Occident impose désormais son hégémonie par la farce de l'histoire. C'est la fameuse formule de Marx sur l'histoire qui se produit d'abord comme tragédie, comme événement authentique, pour se répéter ensuite comme farce. Selon cette formule, on peut concevoir la modernité tout entière comme l'aventure initiale de l'Occident européen, puis comme une immense farce qui se répète à l'échelle de la planète, sous toutes les latitudes où s'exportent les valeurs occidentales, techniques, économiques, politiques. Cette carnavalisation passe par les stades historiques de l'évangélisation, de la colonisation, de la décolonisation et de la mondialisation. Ce qu'on voit moins, c'est que cette hégémonie, cette emprise d'un ordre mondial dont les modèles semblent irrésistibles, s'accompagne d'une réversion par où cette puissance est lentement minée, dévorée, cannibalisée par ceux mêmes qu'elle carnavalise. Le prototype de cette cannibalisation silencieuse, sa scène primitive en quelque sorte, serait cette messe solennelle de Recife au Brésil au XVIe siècle, où les évêques venus tout exprès du Portugal pour célébrer la conversion massive des Indiens furent dévorés par les Indiens par excès d'amour évangélique. C'était le cannibalisme comme forme extrême de l'hospitalité. Victimes de cette mascarade évangélique, les Indiens la reprennent spontanément à leur compte et en absorbant physiquement ceux qui les ont absorbés spirituellement.
C'est cette double forme, carnavalesque et cannibalique, qu'on voit partout répercutée à l'échelle mondiale avec l'exportation de nos valeurs morales, les droits de l'homme, la démocratie, et de nos principes de rationalité économique, de croissance, de performance et de spectacle. Partout repris avec plus ou moins d'enthousiasme, mais par tous ces peuples sous-développés, donc terrain de mission et de conversion forcée à la modernité. Plus encore qu'exploités et opprimés, ils sont tournés en dérision, transfigurés en caricature des Blancs, voués à une caricature de l'universel. Mais, d'une certaine façon, ils renvoient cette dérision multipliée à ceux qui la leur infligent. Ils sont la dérision vivante de leur maître, comme dans un miroir déformant, piégeant les Blancs par leur double grotesque. Et il y avait une très belle illustration de tout cela dans le film de Jean Rouch, Les Maîtres Fous, où on voyait les Noirs, c'est en Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça, ouvriers à la ville, se rassembler le soir dans la forêt pour parodier et exorciser, dans une sorte de transe, leurs maîtres occidentaux, le patron, le général, le conducteur de bus, voilà tous. Ce n'est pas un acte politique, ni une révolte à proprement parler, c'est un acte sacrificiel qui stigmatise la domination par ses signes mêmes. On peut se demander d'ailleurs si ces blancs-là, le patron, le flic, le général, ces blancs de souche d'origine, ne sont pas déjà des figures de mascarade à l'état original, s'ils ne sont pas déjà une caricature d'eux-mêmes se confondant avec leur masque. Ça, c'est tout le thème du livre de Frantz Fanon, qui était peau noire et masque blanc. Les Blancs se seraient ainsi carnavalisés et donc cannibalisés eux-mêmes longtemps avant d'avoir exporté tout cela dans le monde entier. C'est la grande parade d'une culture saisie par la débauche et s'offrant elle-même en pâture, dévoration d'elle-même dans la consommation de masse et de tous les biens possibles. En ajoutant à cette farce l'autre dimension dont parlait Walter Benjamin, selon laquelle l'humanité réussit aujourd'hui à faire de sa pire aliénation une jouissance esthétique et spectaculaire. Ce grand show collectif par où l'Occident s'affuble non seulement des dépouilles de toutes les autres cultures, dans ses musées, dans sa mode, dans son art, mais aussi des dépouilles de sa propre culture. Si toutes les populations, affublées des signes de la blancheur et de toutes les techniques venues d'ailleurs, en sont en même temps la parodie vivante, si elles en sont la dérision, c'est que celle-ci, la blancheur et ses valeurs, sont tout simplement dérisoires, mais que nous ne pouvons plus le voir. C'est dans leur extension à l'échelle mondiale que se révèle la supercherie des valeurs universelles. S'il y a bien eu un événement premier, historique et occidental de la modernité, nous en avons épuisé les effets et elle a pris pour nous-mêmes une tournure fatale, une tournure de farce. Mais la logique de la modernité voulait que nous l'imposions au monde entier, que le fatum des Blancs soit celui de la race de Caïn, et que nul n'échappe à cette homogénéisation, à cette mystification de l'espèce. Lorsque les Noirs tentent de se blanchir, je prends ça comme formule générale bien entendu, ils ne sont que le miroir déformé de la négrification des Blancs, auto-mystifiés dès le départ par leur propre maîtrise. Ainsi, tout le décor de la civilisation moderne, multiraciale, n'est-il qu'un univers en trompe-l'œil où toutes les singularités de race, de sexe, de culture auront été falsifiées jusqu'à devenir une parodie d'elles-mêmes. Si bien que c'est l'espèce entière qui, à travers la colonisation, la décolonisation, s'auto-parodie et s'auto-détruit dans un gigantesque dispositif de violence mimétique où s'épuisent aussi bien les cultures indigènes, sauvages, que la culture occidentale. Car celle-ci ne triomphe en aucune sorte, elle y a depuis longtemps perdu son âme. C'est toute la blancheur qui enterre la négritude sous les traits du carnaval, et c'est toute la négritude qui enterre la blancheur sous les traits du cannibale. Cannibalisation contre carnavalisation, il semble que par un immense dérapage anthropologique, toute l'espèce se soit fourvoyée dans cette mascarade. Et c'est le paradoxe des valeurs universelles. Tous les mouvements historiques, cette longue histoire de pouvoir, de contre-pouvoir, toute cette culture moderne occidentale a pu, dans sa cohérence, même faire figure d'événement original, mais elle n'aurait jamais dû sortir de son ordre, de sa singularité à elle. Or cela, elle ne pouvait pas échapper à cette exportation, à cette extrapolation violente, parce que, de par son aspiration à l'universel,
elle portait en elle-même sa propre dénégation. Et le ressac de cet immense mouvement est en train d'avoir lieu sous forme de décomposition accélérée de l'universel. Et la mondialisation, la globalisation, n'est rien d'autre que le théâtre de cette décomposition, cette farce consécutive à l'histoire. On peut encore présenter les choses autrement, mais ça revient à peu près au même. À partir du XVIe siècle, nous, les Occidentaux, avons laissé tomber le reste du monde. Nous nous sommes engagés dans un développement fantastique, les grandes découvertes, la colonisation, la science, la technique, reléguant les autres cultures dans leur arriération. À partir de là s'installe un clivage irrémédiable. D'un côté, toutes ces autres cultures, jalouses de ce progrès absolu et de cette opulence spectaculaire, et de l'autre, un monde occidental et une puissance mondiale complètement sécularisée, déculturée, désenchantée et férocement jaloux dans sa misère symbolique de l'originalité et de l'authenticité de toutes les autres cultures.